Merci Jean-François, on est de retour avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse, comme on le fait tous les mardis vers cette heure-ci. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour. Pierre-Paul, on va parler de sujets fort intéressants aujourd'hui, d'un sujet qui touche énormément de personnes, au moins 20 % de la population et qui intéresse probablement 100 % de la population. On va parler d'un certain sondage léger dont on a entendu parler au cours de la semaine, qui dirait, selon le sondage, qu'une personne sur 5 elle a de la difficulté à payer son loyer. Là, les gens vont regarder ça, on va dire, je comprends au prix que le loyer est rendu aujourd'hui. Ils n'ont pas tort non plus là-dessus. Est-ce que c'est un sondage? Est-ce que c'est un sondage qui t'a surpris, premièrement? Moi, personnellement, avec ce que j'entends un petit peu, puis c'est sûr que moi, je côtoie des gens qui sont plus en difficulté, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus haut que ça, parce que ça demeure que c'est de l'auto-identification, hein, ce genre de sondage-là. Donc, la personne dit, oui, moi, j'ai de la misère à payer mon loyer, mais ça nous dit pas c'est quoi les vraies habitudes de consommation de la personne, c'est quoi son prix de loyer, c'est quoi son revenu. Donc, c'est vraiment une autodivulgation. Fait que moi, dans ce temps-là, j'ai tendance à trouver que les chiffres sont surévalués. Fait que je m'attendrais à ce que, étant donné que c'est surévalué, ça soit plus que ça. Mais non, c'est quand même, et puis 20 % c'est pas négligeable, là, évidemment, mais je m'attendais un petit peu plus que ça cette année, disons. Bon, 20 % c'est quand même, une personne sur 5, c'est pas négligeable. Puis là, c'est intéressant ce que tu viens de dire là, Pierre-Paul, parce que ni plus ni moins, c'est qu'on dit aux gens, ouais, vous avez de la misère à payer votre loyer, mais est-ce que vous avez vraiment rationalisé votre budget de sorte à ce que votre loyer soit payable ou non, ou est-ce que vous faites des extras? On se retrouve encore dans une situation similaire à ce qu'on voit souvent, c'est que les priorités ne sont pas toujours aux bonnes places et c'est l'impression que ça laisse quand on lit ce chiffre-là. Il y a beaucoup de facteurs. Puis tu sais, les gens qui font un budget, le chiffre là des gens qui disent avoir déjà fait un budget sont encore très bas. Là. Tu sais, on parle de 20 à 30 % des gens qui ont déjà fait un budget dans leur vie. Ça veut pas dire qu'ils en font même un maintenant. Là. Donc c'est très bas. Fait que tu sais, de dire que j'ai de la difficulté à payer mon loyer, mais j'ai jamais fait de budget, pour moi, c'est une incohérence extrême parce que c'est normal que tu aies de la difficulté à planifier les choses si tu fais pas de planification. C'est un petit peu ça la situation. Fait que quand on parle de difficulté de faire un loyer, puis de gens qui sont, exemple, au salaire minimum ou aux études, ça, on peut parfaitement comprendre la situation. Ou quand que des gens ont des revenus un petit peu plus élevés, mais qui ont des enfants, ben ça devient un petit peu plus dur aussi. Fait que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des choses qu'on contrôle, puis il y a des choses qu'on contrôle pas là-dedans. Le bout qu'on contrôle pas, par exemple, puis que on peut pas s'attarder ça comme citoyen, ben c'est exemple la vitesse de construction des logements. Tu sais, s'il y avait plus de logements qui se construiraient, ben ça pourrait mettre une pression à la baisse sur les prix parce qu'il y aurait plus d'offres. Hein. C'est un principe d'offre et de demande. Puis pour ça, ben la vitesse de construction, il y a un paquet d'affaires qui rentrent là-dedans. La réglementation qui ralentit la création de logements, la façon que les municipalités vont faire leur zonage ou vont octroyer des projets, le contexte aussi là, du marché de la construction. Il y a un paquet d'affaires là-dedans là, qui rentrent, qu'on ne contrôle pas. L'immigration aussi, tout le flux migratoire d'une région à l'autre ou même d'un pays à l'autre qui fait que ben si on n'a pas de capacité d'intégration au niveau des logements, ben c'est problématique. Puis ça, c'est un des constats qu'on voit de plus en plus année après année. Puis même les plus fervents là, de l'immigration sont maintenant à 0 minutes. Il faut faire attention parce qu'on n'aura pas de capacité pour les loger, ces gens-là. Donc, l'immigration est plus élevée que la capacité d'intégration au niveau juste logement. Fait que, tu sais, il y a ces facteurs-là qu'on ne contrôle pas comme citoyen, mais il y a quand même plusieurs facteurs qu'on contrôle. Bon, plusieurs facteurs qu'on contrôle, c'est donc, entre autres, de faire un budget et de s'assurer que l'argent va à la bonne place pour commencer. Parce que là, faire un budget, c'est une chose, mais on a le goût de profiter de la vie, à faire des extras, faire toutes sortes de petites choses qui font qu'à un moment donné, on prend un petit 15 par là, un petit 50 par là, un petit 25 par là, puis ainsi de suite. Et on se retrouve dans une situation où il en manque un tout petit peu à la fin du mois. Ben oui, puis ça, c'est une question de priorité. Hein. Les gens, des fois, vont combler des désirs avant de combler des besoins. Fait que ça, c'est très problématique. Il faut quand même garder certains éléments en tête. Tu sais, ce qu'on parle souvent ensemble au niveau du logement, c'est qu'on devrait avoir un ratio
d'au moins 40 de maximum 40% de notre revenu net qui est consacré au logement. Fait que, ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne clair, là, mettons 2400 par mois, ben ça, c'est 960 qui est possible de consacrer au logement. Donc, si ça nous coûte plus cher que ça, puis on a ce revenu-là, ça ne fonctionne pas. Il faut faire des choix. Et c'est là que les gens, des fois, ont de la difficulté à faire des choix. Puis là, dans le bureau, on les aide à faire ces choix-là parce que des fois, les gens pensent qu'il y a toutes sortes de solutions, puis on les explore. Hein, il y en a plusieurs solutions, mais des fois, la solution, c'est de faire des choix parce que on a des revenus, on a des dépenses, puis il va falloir que ça rentre à un moment donné. Fait que, les différentes choses, avoir un ratio d'en bas de 40 ça, on le contrôle. On le contrôle de différentes façons. Hein. On peut avoir essayé de trouver des logements moins chers, rapetisser, ou on peut avoir avec des colocs. Là, avoir de la colocation, c'est encore quelque chose. T'sais, on le voit aux études, mais il y a des adultes qui font de la colocation, puis c'est correct, puis ça n'a pas besoin d'être nécessairement des gens en couple non plus. On est habitué d'être confortable dans notre culture, hein, mais c'est une question d'habitude de consommation, c'est une question de culture, puis il y a plein d'autres cultures qui vivent avec beaucoup plus de gens ensemble. Maintenant, on peut vouloir protéger notre culture, puis il y a différentes façons de le faire, puis les gens ils sont très très individualistes là dans l'Occident. Fait que c'est normal de vouloir plus d'espace puis tout ça. Mais quand on est dans le besoin, ben il faut quand même considérer cet issue-là. Faut aussi un des éléments, là, c'est que les gens pensent beaucoup trop à court terme, pensent pas à long terme. Si on pense à long terme, puis déjà le plus jeune possible, évidemment, plus ça va nous aider. Ben, tu sais, une des façons d'augmenter notre revenu à long terme, c'est de se développer des compétences, de développer une carrière qui va nous permettre d'être compétitif sur le marché. Tu sais, on a beau dire, tu sais, si on complète pas des études, puis qu'on se fie sur des travails qu'on peut faire quand on est étudiant, puis qu'en étant adulte, on demeure à des revenus comme ça parce qu'on n'a pas été chercher des compétences. Puis là, quand je parle de compétences, ça peut être aller chercher un DEP, aller chercher des compétences qui ne demandent même pas de diplôme, hein, juste un savoir-faire, mais ça peut être aussi, évidemment, à l'université puis se développer une carrière dans laquelle on va pouvoir faire créer de la richesse à d'autres personnes qui va permettre d'augmenter notre valeur puis d'être payé plus cher. Donc, cette pensée-là à long terme est quand même importante. Puis, un des éléments aussi que les gens contrôlent le plus souvent, c'est la quantité de fois qu'ils déménagent. Des gens qui sont plutôt instables dans leur vie, donc qui vont se mettre en couple ou se séparer ou déménager souvent, ben c'est des gens qui ont typiquement beaucoup de difficultés financières. Et pourquoi? Parce que il y a un paquet de choses que la stabilité amène. Ça amène de la prévisibilité, ça amène qu'on connaît nos dépenses, ça diminue le nombre d'imprévus, hein, parce qu'on se met moins à risque constamment de rencontrer des nouvelles personnes puis de découvrir des nouvelles choses. Puis donc ça stabilise et le fait de garder son loyer par exemple plus longtemps, mais ça fait qu'il y a des augmentations maximum à chaque année. Donc il y a comme un plafond qui fait que on s'assure qu'il n'y aura pas une croissance élevée de notre loyer, tandis que si on déménage, à chaque fois qu'on déménage, les propriétaires, quand il y a un locataire qui part, ils en profitent des fois pour faire des rénovations. Puis ça va augmenter que les loyers vont monter et il va y avoir la moyenne de prix va être à la hausse évidemment là, dans ce contexte-là. Et les propriétaires vont profiter de ces rénaux-là pour augmenter le prix de leur loyer parce que le marché est de plus en plus cher. Puis eux, ça leur coûte plus cher aussi le financement sur leur immeuble. Fait que c'est eux autres, c'est normal qu'ils ramènent ce frais-là supplémentaire sur les locataires. Fait qu'il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que en 2025, le TAL recommandait une hausse du prix des loyers de 5,9 %. C'est quand même presque 6 %. 2026, là, je pense que l'augmentation projetée, c'est 3,1, donc ça devrait être plus bas. Mais quand même, ces augmentations-là, c'est sûr que d'un côté, si on augmente de 6 % notre logement, puis que notre revenu augmente de 3 % par exemple, on y arrivera pas là, après quelques années. Là. Fait que d'être capable d'être mobile sur le marché de l'emploi, le taux de chômage il est en bas des seuils, on est en plein emploi là. Donc, les taux de chômage étant très bas, on a la possibilité, si on a moindrement un savoir-faire, d'être mobile et de négocier des meilleures conditions de travail et d'être capable d'avoir des augmentations supérieures au coût de la vie. Fait que ça, c'est des choses qu'on contrôle. C'est pas parfait, on contrôle pas tout, évidemment, là-dedans, mais on contrôle plusieurs de ces aspects-là, puis il faut se concentrer sur ce qu'on contrôle, sinon c'est une recette vers le désastre, là. Oui, puis le coût de la vie, on en parle, là, mais le coût de la vie augmente considérablement tout le temps. Là, on est avec un facteur qui est environ à 2,2, 2,5 si je ne m'abuse, du côté du coût de l'augmentation du coût de la vie, globalement. Mais si on va vers l'épicerie, on parle d'un facteur qui avoisine les 4 %.
Puis le transport, c'est ce qui fait baisser le coût de la vie à l'heure actuelle. L'essence n'est pas très cher. On ne contrôle pas ça, effectivement, mais il faut quand même le balancer dans notre budget. Oui, ben justement, comme tu dis, on le contrôle pas, mais ce qu'on contrôle, c'est nos augmentations annuelles. Encore là, c'est normalement, si on reste avec le même employeur, on devrait avoir une augmentation qui suit le coût de la vie, mais aussi une augmentation pour notre performance. Donc ça, dépendamment du type d'emploi qu'on a, puis dépendamment des spécialités qu'on a. Puis c'est pour ça que je parlais tantôt de penser à long terme, de développer des compétences ou une carrière qui va nous permettre de nous démarquer, qui va nous permettre d'être plus en demande. Et si on est plus en demande, mais ça devient beaucoup plus facile de négocier son salaire. Puis pour les gens qui ont de la difficulté à négocier leur salaire, ben il y a la formation qu'on peut aller chercher pour ça. Puis c'est pas juste pour négocier le salaire, c'est en général pour avoir des discussions entre êtres humains, puis être capable d'échanger, puis de trouver des solutions. Mais c'est certain que si on calcule une augmentation de nos frais une année de 5 ou 6 que ce soit le logement, la nourriture et tout ça, ben il faut que notre revenu, si notre revenu augmente de 5 ou 6 ben on s'est juste maintenu. Donc normalement, notre augmentation de revenu devrait être plus élevée que ça. Si elle l'est pas, ben c'est là que on crée un écart, puis c'est là qu'on faut absolument se concentrer sur qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux être mobile, que ce soit changer de ville ou changer de type d'emploi qui va être plus fité avec mes compétences. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça. Et malheureusement, ben c'est pas des éléments qui sont nécessairement pensés, puis c'est des choses qui se pensent à long terme. Là, on décide pas de changer de carrière en 2 semaines. Là. En tout cas, c'est pas très sain de faire ça. Il faut se mettre dans des positions qu'on va être capable de se développer, qui va faire qu'elle va être capable de générer des revenus supplémentaires. Oui. Mais la question qui vient à l'idée en t'écoutant, Pierre-Paul, est-ce que le coût de la vie augmente et le salaire augmente vraiment avec le coût de la vie ou est-ce qu'on tire de la patte de ce côté-là? Parce que j'ai l'impression que les salaires ne suivent pas le coût de la vie. Les salaires moyens, puis c'est là que les données, j'ai pas les données micro de ça, là, je les ai pas regardées, mais je sais que j'ai vu une étude en 2025 qui disait que on était dans une meilleure posture, puis là, il reculait 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, puis on était dans une meilleure posture. Par contre, moi, ce que je constate, c'est qu'à cause de l'inflation des logements puis de la nourriture qui a été très, très élevée dans le temps de pandémie, là, on parle de pratiquement 20% d'augmentation pour une des années. Là, je me rappelle plus si c'était 2022 ou 2023. Ouais. Ça a créé une pression pour les gens à faible revenu. Fait que comme dans n'importe quelle crise, la pandémie en étant une, c'est les gens qui sont les plus pauvres qui en souffrent le plus. Et ça, c'est toujours vrai. À toutes les fois qu'il y a une crise, c'est toujours ça. Parce que les gouvernements tentent de balancer les choses et ils vont se concentrer sur la masse critique qui est la classe moyenne pour leur politique, on va dire ça comme ça. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, la moyenne de leur inflation a peut-être été de 5 mais pour les gens à faible revenu, qui dépendent, qu'une grosse partie de leur revenu qui va en logement et en nourriture, eux, ça a été catastrophique, cette période-là. Donc, c'est là que, effectivement, à court terme, ponctuellement, présentement, il y a eu un problème à cause de cette hausse-là marquée dans les 2 postes budgétaires les plus importants puis qui touchent les gens les moins fortunés. Mais pour quelqu'un qui avait déjà une maison puis que il y a des dépenses normales puis qu'il y a différents financements et tout ça, ben la moyenne de ces dépenses, ça n'a pas tant paru parce qu'il y a beaucoup de dépenses différentes dans son budget. Alors que la personne que c'est logement et nourriture, que c'est les 2 gros postes budgétaires, ben pour ces gens-là, ça paraît beaucoup. Puis souvent, ben ça, c'est les gens moins fortunés qu'ils ont absolument besoin de mettre la grande partie de leur argent dans ces 2 postes budgétaires-là. Fait que ça crée des inéquités, évidemment. Puis ça, ben on le voit beaucoup. Fait que ça dépend si on parle des gens qui sont plus pauvres, si on parle des gens de la classe moyenne ou si on parle des gens de la classe supérieure. Là, tu sais, fait que c'est certain que les gens qui ont des placements, ils en ont profité parce qu'il y a eu plein de hausses de rendement. Fait que tu sais, c'est toujours, ça dépend, ça n'a pas des impacts égaux sur tout le monde, mais en général, pour la moyenne, la situation s'améliore et on a accès de plus en plus à des éléments excédentaires. C'est même les gens qui sont les plus pauvres, ils ont quand même des iPhones qui valent 1200 $ dans leur poche habituellement. Là, tu sais. Fait que c'est là que il y a des choix à faire, puis des fois, ben on est pris dans une roue parce qu'on se dit ben c'est ça la norme et on va vers la norme, alors qu'il y a d'autres façons de couper certains luxes et de se concentrer sur les biens qui sont le plus élevés. Mais ça,
c'est vrai que pour pour les gens les moins fortunés, ça demeure que ça, selon moi, je ne crois pas que ça s'est resté pareil. Je crois que le niveau de vie a diminué à cause de la nourriture et le logement. Bon, c'est un sujet qu'on pourrait reprendre. C'est tout le temps qu'on a, Pierre-Paul. On va donner les coordonnées pour te rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous joindre au lacasesyndic.com, info@lacasesyndic.com, peuvent nous joindre sur notre Facebook ou notre LinkedIn ou nous appeler au 1844 LACASE. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Merci, Denis.